Et du coup, je laisse la main à Johan pour parler de l'évolution de l'interconnexion des hyperviseurs Linux. On pourrait me mettre l'image, ça serait mieux. Bon. Ok. Avec un câble, c'est mieux, en tout cas. Merci Josué. Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, Johan Thomas, je suis le CTO et cofondateur de Castle IT depuis une petite dizaine d'années. Et le sujet, on va parler de l'évolution des interconnexions, on va dire des hyperviseurs. Et là, dans le cadre plus spécifique des hyperviseurs Linux, parce que bon, c'est un petit peu dans le thème. On va aller un petit peu dans la continuité de la présentation qu'a fait Zoreol sur toute la partie IVPN, VXLAN, les architectures Spine and Leaf. Mais globalement, on a un certain nombre de problématiques en tant qu'hébergeur. C'est la scalabilité, le nombre de segments de niveau 2 qu'on peut livrer aux clients, comment on va terminer ces segments de niveau 2, comment on va permettre aux clients de transporter son IPv4. Allez, on va rester sur le V4 pour l'instant. Comment on va NATer, comment on va transférer des ports, comment on va firewaller tout ça. Et la problématique, ça va être d'emmener tout ça jusqu'à l'hyperviseur et jusqu'à la VM. Globalement, sans vouloir faire un peu d'histoire, je ne vais pas remonter aussi loin qu'Alexandre tout à l'heure. Globalement, on a la possibilité, un bon vieux layer 2, un VLAN avec un ID qu'on transporte jusqu'au host. Avec un seul port sur le serveur, on est sur un truc où on a zéro protection, on est scalable, oui, 4096 VLAN, et encore, on va en enlever quelques-uns pour les fabricants, mais pas du tout de redondance. On peut aller un petit peu plus loin, où on va mettre un petit coup de bonding LHCP pour au moins redonder nos liaisons, donc on va mettre 1, 2, 3, 4 ports dans un agrégat, 1G, 10G, 25G, 40G, ce qu'on veut, peu importe. Et on va transporter des ID de VLAN. Mais bon, toujours pas très scalable. Si vous avez 10 000 ou 20 000 VM à faire tourner avec 4000 segments Layer 2, ça va être un peu compliqué, surtout si vous êtes fournisseur de services et que vous devez avoir sur ces 20 000 VM 10 000 clients. Et donc forcément plein de réseaux différents à gérer. Vous devez être agnostique au plan de routage, il y a tout un certain nombre de choses. On va aller un peu plus loin où on peut faire un banding LHCP pour la redondance, toujours du VXLAN en unicast. Le banding est OK, on gère la redondance. Le VXLAN en unicast, si vous avez quelques centaines de hosts hyperviseurs, je vous souhaite bon courage pour aller gérer ça en unicast. Vous avez la solution multicast qu'on a mis en place côté Castle au tout début du réseau. Tout simplement parce que tout le control plane, IVPN, VXLAN, comme Alexandre l'évoquait, on était sur les années 2014-2015 où on a commencé à faire mumuse avec ça. Castle, premier backbone 2015. Donc on a fait avec ce qui existait, donc du LHCP, du VXLAN multicast. Mais bon, le multicast, c'est juste une tannée à gérer, donc pas très drôle, avec des rendez-vous points, tout un tas de trucs pas drôles. Pour aller un peu plus dans le détail, donc ce que je disais sur la partie host mono-adducté, donc pas de redondance, on va avoir un hyperviseur sur lequel on va avoir un Linux bridge dans lequel on va venir mettre un ID de VLAN et puis toutes les VM dans le bridge, ce qui va isoler nos VM au niveau réseau de niveau 2, pouvoir les adresser comme on veut. Et derrière, on aura d'autres systèmes pour terminer le L3 et faire le routage qui va bien.
très simple à configurer. On va dire un enfant de 10 ans pourrait y arriver. Hein. C'est une interface réseau qu'on a là, qui est le NE0, hein, pour ceux qui connaissent un peu les systèmes Linux. Comment ça marche le truc? Voilà. Hop, on a un NE0, on a un MTU. Alors pour ceux qui connaissent ce que c'est qu'un MTU, c'est la taille maximum des paquets qu'on va transporter. Ça va nous permettre de pouvoir transporter pas mal d'entêtes sans être bloqué. On a notre VMBR0 bon, qui a un certain nombre de paramètres, qui est bridgé sur notre port ENE0, et on met nos VM dedans, et ça s'arrête à peu près là. Si on va plus loin, on met un bonding LACP, donc, qui nous permet d'être résilient, et on augmente aussi par défaut la bande passante. On a toujours notre segmentation par VLAN classique. On augmente la disponibilité via notre agrégation, mais on a toujours notre problème de VLAN qui est limité. Toujours le même principe, on a notre bonding ici, le VLAN qui est transporté dans le bridge, et on a nos VM derrière. Jusque-là, rien de transcendant. En termes de config, ça se complexifie vite fait. Au lieu d'avoir une interface, on en a plusieurs. Donc ENE0, ENE2, donc on a nos deux interfaces qui sont après derrière mis dans un bonding, d'ailleurs j'ai oublié le bonding sur ma presse, qui sont mis derrière dans un bridgé sur un bond, où là on laisse passer tous les VLAN, et derrière nos VM, on va pouvoir les mettre dans un bridge avec un ID de VLAN pour la segmentation. VXLAN en unicast, bon, pas beaucoup d'intérêt à le mettre en œuvre, hein, en tout cas aujourd'hui. On a parlé pas mal de VXLAN tout à l'heure avec Alexandre, donc on est sur un port UDP. En gros, le principe de VXLAN, c'est qu'on va transporter, on va dire, des segments de niveau 2 au-dessus du L3 hein, pour les router comme sans avoir des problématiques de layer 2 pur, VLAN avec les boucles, ce genre de choses. Après, le principe reste le même. La configuration, bon, j'ai volontairement raccourci un petit peu la partie configuration où j'ai commencé à implémenter ce qu'on appelle un underlay. Globalement, l'underlay, c'est ce qui va nous permettre de transporter nos segments de niveau 2 sur un réseau de niveau 3 où on va pouvoir derrière aller implémenter des protocoles de routage dynamique pour arriver justement à l'IVPN, VXLAN où ça va être le but final. Le multicast, bon, ben, on a réglé les problèmes de nombre de segments de niveau 2, hein, parce que globalement, on est plus efficace que l'unicast, parce qu'on n'a pas besoin de reconfigurer chaque point du réseau sur chaque host pour pouvoir transporter nos VNI. Par contre, grosse complexité de multicast, et on n'a toujours pas de control plane. Le multicast, c'est on a un groupe et on balance dans le groupe, et tous les membres du groupe vont recevoir les différents VNI. La configuration commence à devenir intéressante. On a toujours notre système d'underlay. On a notre VXLAN qui est configuré avec un MTU légèrement moins élevé que notre underlay. On a un VXLAN ID. On a une IP de source. On a un groupe, et c'est là où ça devient intéressant, on a un groupe multicast et on a un port. C'est-à-dire que tous les membres de ce groupe multicast sur ce port-là vont recevoir les VNI de tous les hosts qui vont être membres de groupe. Et derrière, on a un bridge qui se bridge sur notre port VXLAN et on va pouvoir mettre nos VM dedans. Ce qui fait qu'on va pouvoir avoir un grand nombre de segments. Bon, maintenant, on fait quoi? On a du LACP, il faudrait qu'on intègre un control plane. On a un truc qui s'appelle VXLAN IVPN, mais
Si on est dans une architecture classique Spine and Leaf, la partie IVPN VXLAN s'arrête aux équipements réseau et on n'arrive pas jusqu'au système hyperviseur Linux. Comment faire? Un hyperviseur, c'est quoi? Bon, si on prend un hyperviseur système Linux, c'est un Linux, on va dire, lambda, entre guillemets, et on vient lui intégrer on va dire un morceau de routeur. Pour faire simple, on va transformer un petit peu notre OS en routeur, donc via un outil qui s'appelle FR Routing. Aujourd'hui, c'est une des rares implémentations open source capables de faire de l'IVPN VXLAN. Ça supporte les dernières extensions de BGP IVPN, c'est open source, c'est un fork de Quagga pour ceux qui connaissent historiquement. C'est très proche en termes d'implémentation de ce qu'on peut retrouver chez les constructeurs, que ce soit Cisco, Juniper, Arista ou autre, ce qui facilite aux gens du réseau l'intégration de ce genre de système de manière assez native. Et on a les fonctions Linux de base qui restent présentes. Donc, globalement, FR Routing, donc on va implémenter du BGP IVPN et ça va nous permettre à nos hyperviseurs Linux d'agir comme de vrais VTEP, on va dire logiciels, comme si on était sur... Quand on regardait le schéma de tout à l'heure où on avait des spines et des leafs, on va dire nos hyperviseurs Linux vont se comporter un petit peu comme des leafs et vont tout simplement parler à leurs copains d'à côté, qui vont être des leafs. On va dire l'hyperviseur va être un petit peu comme un sous-leaf, un sub-leaf pour faire simple, qui va parler à son copain d'à côté, qui lui va remonter ça sur le cœur de réseau et traverser les spines. Ça nous permet de gérer la mobilité des MAC adresses. Donc lorsque vous allez bouger une VM d'un host à un autre, c'est directement BGP avec IVPN VXLAN qui va annoncer toute la partie MAC adresse. Ça nous permet d'être interopérable avec le réseau physique, et peu importe le constructeur, on est sur du protocole standard. Et c'est les hyperviseurs qui vont annoncer directement leur MAC et leur IP dans le même plan de contrôle que les leafs matériels qu'on va avoir. Et ça permet d'avoir une convergence simple entre les réseaux. L'avantage, c'est ce qu'on cherchait, c'était de dépasser justement cette problématique de nombre de VLAN qui était bloquant. On était quand même pas très élevé. Sur VXLAN, on est aux alentours des 16 millions de VNI. On fonctionne sur des protocoles standards qui nous permettent d'annoncer. Et surtout, on va pouvoir derrière aller gérer et terminer nos tunnels VXLAN sur un grand nombre de systèmes. Parce que globalement, ça peut être même un serveur Linux que vous avez un peu optimisé avec des namespaces, par exemple, où vous allez terminer votre tunnel VXLAN dans un namespace, ou si on est sur du Juniper, par exemple, dans une routing instance, qui va nous permettre de cloisonner le réseau du client, d'être agnostique au plan d'adressage du client et d'aller amener des fonctionnalités en plus, source NAT, DNAT, firewalling. On peut aller même chercher loin on peut interconnecter après du VPN, du VPN site à site, IPsec, du Nomad ou autre. On reste sur une notion aussi quand même d'économie et d'agilité. Toute cette partie, on reste sur de l'open source, donc pas de licence. Il y a une large communauté sur toute la partie FR Routing qui est présente, qui bouge vite, qui résout les bugs de manière assez rapide, sachant qu'il n'y a pas énormément de bugs sur des choses standards. Et surtout, c'est automatisable. On prend Ansible, on prend des scripts Python, Falcon, ce qu'on veut. On peut automatiser tout ça parce que toute la partie complexe, c'est FR Routing qui va le traiter.
Et derrière, il ne reste plus que le système Linux à traiter de manière pure et dure, où ben là, c'est de la ligne de commande, c'est du fichier texte, et ça, on sait traiter depuis longtemps. Donc, je reprends globalement les avantages et les inconvénients, sachant que sur cette partie-là, on est plutôt sur que des avantages. Donc, VXLAN avec IVPN, en termes de schéma, ça ressemble à quoi? Ça ressemble au schéma qu'avait montré Alexandre tout à l'heure, hein, architecture spine and leaf, no leaf, du VXLAN, nos hyperviseurs. Et nos hyperviseurs vont faire tourner un moteur de routeur standard qui vont permettre d'avoir une notion de leaf directement dans les hyperviseurs. En termes de config, rien de très compliqué pour ceux qui ont fait un peu de Cisco ou de Juniper. Les configs FR routing, ça ressemble exactement à la même chose. On a notre routeur BGP, hein, on va avoir un AS privé par équipement ou par groupe d'équipements. C'est à décider au niveau de l'architecture. On a évidemment un ID souvent qui est l'IP. On a les copains d'à côté, hein, globalement les peer IVPN sur lesquels va être connecté notre hyperviseur. On a les notions dont on parlait tout à l'heure d'adresse family en L2VPN, IVPN avec les voisins. Qu'est-ce qu'on fait? On avertit tous les VNI qu'on apprend. Et derrière, on a des notions de route target, import-export, on va dire pour dire qui on importe, vers quoi, qu'est-ce qu'on exporte, et surtout un bridge domain qui va être notre liaison entre notre FR routing et notre système Linux. Vous allez voir là le BR 10010, on va le retrouver dans la config juste après, où là on est sur une config purement Linux hein, qui fait le lien. Bon, pareil, hein, je me suis pas embêté sur cette partie underlay, parce que globalement, la partie underlay, vous retrouvez vos interfaces réseau physique, vos agrégats s'il y en a. On définit notre VXLAN et surtout, on définit notre fameux BR 10010. Et c'est dans ce BR qu'on va aller mettre nos virtual networks de nos machines virtuelles. Donc globalement, pour faire une synthèse de ce qu'on peut faire, aujourd'hui, ça dépend. Si on est en entreprise, on va dire que vous êtes sur un réseau de PME, globalement, vous allez plutôt être dans ce genre de config. On évite hein, la mono-adduction si on perd un host de virtu parce qu'on a un switch qui est en carafe. Pas terrible, donc vaut mieux quand même un agrégat et des VLAN. Et si on a des problématiques de scalabilité, de multisites, de plusieurs pays, voire plusieurs continents, clairement, une seule solution pour pouvoir le traiter aujourd'hui, ça reste VXLAN IVPN, qui va nous permettre de segmenter pas à l'infini, mais globalement qui laisse de la marge pour scaler. Et globalement, je pense que tout le monde a eu beaucoup de presse et ça sera pas mal de boire une bière après. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.